Voici Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, qui déclare, je cite, « l'autorité absolue du gouvernement mondial pour diriger les affaires du monde, des peuples trop simples d'esprit pour gérer leurs propres affaires. » And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Et vient ensuite les déclarations de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ancien colonel du KGB, nouvellement FSB, juif par sa mère, partisan d'un nouvel ordre mondial et donc d'un gouvernement mondial, anti-loi coranique, et dont Vladimir Poutine et Barack Obama font croire qu'ils sont l'un contre l'autre. En réalité, ils sont l'un avec l'autre pour établir un gouvernement mondial qui serait hostile aux lois de Dieu, révélées dans le Saint-Coran. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Poutine, et je sais qu'il y a en plus beaucoup de personnes qui croient en Poutine. Alors, ouais, alors vous êtes quand même un de ceux qui avait débunké Poutine, hein, déjà en nous expliquant qu'il était citoyen de Nord City, qu'il était... Ah, je fais que reprendre des choses tout à fait officielles. Toute la politique de Poutine correspond au mondialisme, parce que Poutine veut... Alors, il faut lire le discours de Valdaï, qui est très intéressant. Poutine veut l'instauration d'union régionale. Et ma foi, je vais reprendre ce que j'ai écrit dans une note de bas de page. Il faut que je retrouve le passage. Alors, dans son discours de Valdaï du 24 octobre 2014, Poutine reconnaît la nécessité d'un nouvel ordre mondial, la création de puissantes unions régionales, de règles communes acceptées par tous permettant d'assurer la stabilité et la sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sous-entendu les anglo-saxons. Dans cette histoire, après la chute du mur de Berlin, le monde russe était, les élites russes étaient acquises au nouvel ordre mondial et à ce qu'on appelait la maison commune. Mais les anglo-saxons ont trahi, c'est pas le monde russe, quand je dis monde russe, les élites russes, c'est les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements pris au lendemain de la chute du mur de Berlin, puisqu'il était dit, entre autres, que l'OTAN ne devait pas progresser vers l'Est. Donc il y avait un partage du gâteau. Et le partage du gâteau, c'est quoi? C'est se partager les richesses qui sont dans les pays musulmans, les matières premières. Et d'ailleurs, à ce sujet, il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique très clairement que les koufars, les mécréants, vont se liguer, les nations les unes avec les autres, contre les musulmans, pour se partager le gâteau dans les pays musulmans, à majorité sunnite. Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam قال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنكم يومئذ كثير ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dans cette histoire, ce sont les Russes qui ont été trompés, enfin les élites russes, parce qu'il faut toujours faire une distinction, et ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements qui avaient été entre autres adressés à Gorbatchev, que les armées de l'OTAN n'allaient pas aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, jusqu'en Estonie, bon, et jusqu'en Roumanie, Bulgarie.
Donc dans cette histoire-là, ce sont les anglo-saxons qui marchent sur les plates-bandes des élites russes. Parce que dans cette histoire du nouvel ordre mondial et de la maison commune qui avait été établie au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y avait ce qu'on appelle une répartition des zones d'influence et des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et dans cette histoire, les élites anglo-saxonnes marchent sur les plates-bandes des élites mondialistes russes, qui ruent dans les brancards. Et je les comprends, puisque les accords ont été violés par les anglo-saxons. Et donc c'est ce que dit Poutine. Il dit, il faut reprendre le discours de Valdaï, que j'ai lu crayon à la main, qu'il veut des centres régionaux, donc stabilité et sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sans entendu les anglo-saxons qui, en fait, veulent tout rafler. Les anglo-saxons veulent être les anglo-saxons et aussi des oligarques juifs qui sont au sein des équipes anglo-saxonnes et qui s'opposent à des élites juives qui, elles, soutiennent le monde russe. Et alors, c'est très intéressant, je cite un article du Times of Israel du 5 avril 2014, intitulé, je cite, « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et cet article très intéressant dit que les élites juives d'Ukraine, soutenues par l'Occident, sont en guerre contre les Juifs de Russie qui, eux, soutiennent Poutine. En fait, on assiste dans cette histoire à des guerres entre clans juifs, entre les juifs libéraux, les juifs orthodoxes Lubavitch. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que c'est le rabbin Lubavitch Ber Elazar qui est du côté de Poutine. Mais en fait, ce sont des rivalités entre clans juifs au nom de la Russie, au nom de l'Ukraine, au nom de l'Union européenne, au nom du monde anglo-saxon. Et donc, dans cette histoire, les anglo-saxons veulent rafler la mise et les élites russes veulent leur part du gâteau qui, pour le moment, se fait grignoter gentiment. Donc, j'ajoute ceci, il veut à sa manière gérer efficacement le nouvel ordre mondial, pas le détruire. Il le dit bien, Poutine, dans son discours de Валдай, il ne veut pas l'anéantissement du nouvel ordre mondial, il veut au contraire le gérer. Этот опыт и в дальнейшем, как при решении локальных, так и глобальных проблем. Какой может быть правовая, политическая, экономическая основа нового миропорядка, которая обеспечила бы стабильность и безопасность и при этом поощряла бы здоровую конкуренцию, не допускала формирования новых монополий, блокирующих развитие. Et d'ailleurs, il a lancé la communauté économique eurasienne, qu'il veut Union eurasienne supranationale, document officiel qu'on trouve sur les sites de l'AFP russe, la version AFP russe. Mais simplement, cette union eurasienne qui veut supranationale, avec pour le moment la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, eh bien, se fait bouffer par le monde anglo-saxon qui veut étendre son... En fait, c'est Océania qui bouffe le parterre d'Eurasia qu'on voit dans le bouquin de 1984. Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Poutine, la Russie et le nouvel ordre mondial, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir cette pseudo-dissidence en fait appelée à soutenir Poutine, alors que Poutine en fait est complètement part du nouvel ordre mondial. C'est assez bizarre qu'on révèle pas toute la vérité. Voilà, il suffit de s'en référer aux faits, c'est pas très compliqué, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les éléments du passé, parce qu'on a déjà... Donc là ça fait presque 15 ans que Poutine et Medvedev sont au pouvoir en Russie, et on sait très bien, c'est quand même pas difficile à voir que Poutine et Medvedev sont soutenus en fait par les oligarques, parce qu'en Russie en fait plus qu'ailleurs il y a des disparités entre les riches et les pauvres. Il y a à peu près 110 oligarques en Russie qui contrôlent en fait plus d'un tiers de la richesse russe. Voilà. Il faut pas être très intelligent pour comprendre que si jamais Poutine allait contre les oligarques et si même il allait contre le nouvel ordre mondial, Poutine serait déjà mort. Voilà. Tout le côté pseudo-chrétien, tout le côté pseudo-anticorruption de Poutine, c'est du théâtre. C'est comme l'UMP et le PS. Enfin, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux. Il y a peut-être deux camps, mais c'est deux camps qui pensent la même chose. Voilà. Sauf que d'un côté, en fait, on a les États-Unis et l'Europe qui, en fait, sont capitalistes, mais vont vers le socialisme. Et de l'autre côté, en fait, on a donc l'URSS qui, depuis la chute du mur, va vers en fait plus de capitalisme. Voilà. Donc ça permet en fait d'arriver à une convergence, comme beaucoup de personnalités du nouvel ordre mondial l'ont dit. Ça permet en fait d'arriver à une convergence qui permettra en fait de fusionner l'Est et l'Ouest. Voilà, c'est ça la technique. En fait, le nouvel ordre mondial, c'est un système hybride qui mêle à la fois le capitalisme en fait pour les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes mondiaux,
donc qui permettent en fait aux élites en fait de contrôler en fait toute la richesse mondiale. Et pour le peuple, par contre, c'est le communisme en fait. Le crash économique qui arrive en Europe et aux États-Unis, c'est bien entendu voulu. C'est pour permettre un rééquilibrage en fait avec les pays émergents. Voilà, donc c'est un peu les pays BRICS face en fait à l'Europe et aux États-Unis qui sont des pays plus riches. Donc en fait, il y a un rééquilibrage au niveau économique qui va permettre en fait d'installer une monnaie mondiale. Voilà, une économie mondiale. On va voir un petit peu le cas de Poutine. Poutine, il faut savoir que Poutine est juif. Sa mère qui s'appelle en fait Maria Ivanovna Shalomova. Et son père, donc, qui a pour nom de famille Epstein. Donc ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques les plus importants de Russie, qui s'appelle Abramovich. Donc dans une interview en 2005, il a dit que si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. En prenant l'avion pour Paris, j'étais dans l'avion avec Alexandre Adler, qui m'a fait la grande révélation que le père de Poutine, en fait, tenez-vous bien, était un juif. Il était agent du KGB, il a notamment travaillé en Allemagne de l'Est, voilà. Il est devenu en fait lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 91. Puis il a obtenu en fait des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait à la tête du FSB en juillet 98. Un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc coup à coup beaucoup de promotions. D'un coup, en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. La vraie raison, en fait, c'est que Poutine, en fait, a rencontré deux grands oligarques russes. Donc c'est Abramovich et Berezovsky. Donc Berezovsky, en fait, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovsky en Espagne de manière illégale. Donc il était à l'époque chef du FSB, il allait retrouver Berezovsky en bateau là-bas. Donc ça a été noté en fait par les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait son ascension au pouvoir. Berezovsky, qui avait déjà mis au pouvoir Helsinki, donc demande à Helsinki de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir en faveur de Poutine. Donc c'est ce qui fait le 31 décembre 1999, alors que tous les Russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année. Le président Helsinki annonce qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel, à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que 10 jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 99, le 20 décembre je crois, donc Poutine en fait face à une assemblée du FSB a déclaré que le FSB attendait depuis longtemps de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait il a dit ça devant le FSB, donc 10 jours avant de prendre le pouvoir, alors que donc personne ne savait encore qu'il allait prendre le poste présidentiel en Russie. Les oligarques ont aidé en fait le FSB à prendre le pouvoir. Voilà. Poutine a donc été président 2 fois, de 2000 à 2008, parce qu'en fait il y a une règle en Russie qui oblige à partir en fait après 2 fois. Donc il est devenu Premier ministre ensuite, il était Premier ministre de Medvedev, puis il a été réélu donc en 2012 jusqu'en 2018. Voilà. Alors, que faisait Poutine au KGB? Donc en fait il était dans le 5e département. Donc le 5e département du KGB, c'est le département responsable de la suppression des dissidents à l'intérieur de la Russie. Donc voilà, faut bien comprendre que Poutine a du sang sur les mains. Enfin, c'est pas anodin. D'ailleurs, ça a été vérifié avec le meurtre de Litvinenko. Donc c'est un ancien agent du FSB. J'ai une citation intéressante de Konstantin Preobrazhensky. Donc c'est aussi un ancien agent du FSB, donc il a dit ça le 27 novembre 2006 à CNN. Il a dit « Je n'ai pas d'hésitation en disant qu'il a été tué par Vladimir Poutine, qui le considérait comme son ennemi personnel. Poutine est très vulnérable à la critique. Il a un complexe d'infériorité. Et Litvinenko savait beaucoup sur Poutine, sur ses revers, sur ses connexions avec certaines forces politiques qui ne sont toujours pas dévoilées actuellement, parce que Litvinenko connaissait Poutine personnellement. Et Poutine fut la personne qui renvoya Litvinenko du FSB. Voilà. Donc ça montre bien que
Litvinenko, enfin Poutine avait peur que Litvinenko parle sur les forces qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à noter sur le fait que plus de 90% des hommes politiques et de l'administration de Poutine viennent justement des services de sécurité et des services secrets, donc notamment le KGB et le FSB. Voilà. Intéressant à noter aussi le fait que Kissinger et Poutine sont des très bons amis de longue date. Donc voilà, Kissinger vient souvent rencontrer Poutine. Ça se passe à huis clos, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. Bon, on sait très bien tous que Kissinger fait partie de toute la clique du Nouvel Ordre mondial. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est quand même intéressant de voir voilà, qu'il rencontre souvent Poutine. Je dirais que Vladimir Poutine a eu une victoire de prestige. Mais c'est pas véritablement une lutte entre lui et Obama. Mais lui, il le voit ainsi. Moi, j'ai toujours eu une vision un peu différente par rapport à la sagesse des nations. Je crois que ce que Poutine tente de réaliser, c'est une position d'égalité et de respect mutuel avec les États-Unis. Voilà. Poutine a fait passer aussi une loi contre le négationnisme, donc contre les personnes qui critiquaient la Shoah. Il a fait passer une loi aussi, la même loi qui oblige en fait les gens à se plier aux décisions de Nuremberg. Et il a ajouté dans cette loi que donc il y aurait en fait des amendes et des peines pour les gens qui transmettraient des mensonges concernant l'histoire de l'URSS, donc voilà, pendant que la Russie était l'URSS. Donc voilà, ça montre bien que Poutine souhaite que les gens respectent l'URSS et le communisme. Voilà, c'est assez étonnant. Et donc ça permet en fait de museler la dissidence. Ce genre de crimes ne doivent ni ne peuvent être prescrits. Ils ne peuvent être ni excusés ni oubliés. Toute tentative de taire ces événements, de modifier ou de réécrire l'histoire est inadmissible et immorale. Très souvent, c'est l'envie de cacher sa propre honte qui est à l'origine de ces tentatives. Par lâcheté, hypocrisie ou trahison. Toute complicité, directe ou indirecte avec les crimes nazis, est injustifiable. Or, les faits historiques sont irréfutables. Ils témoignent que les bandéristes et autres collaborateurs, que les complices d'Hitler ont eux-mêmes participé à l'extermination du peuple juif, à l'élimination des juifs de Lviv, d'Odessa, de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Maintenant, on va un peu étudier Dimitri Medvedev. Donc Dimitri Medvedev, c'est quand même la personne avec Poutine qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc en fait, Dimitri Medvedev a aussi une mère juive. Voilà, sa mère a été vue plusieurs fois donc à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que c'est pas très bien vu d'être juif au pouvoir actuellement en Russie, vu ce qui s'est passé avec le communisme, où comme l'a dit Poutine, 80% des chefs communistes étaient en fait des juifs. Решение о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно 80-85% евреев. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они... Vu que c'est mal vu, en fait, Medvedev a démenti en disant non, je suis arménien, nanana. Et ce qui est drôle, c'est que les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que non, Medvedev n'était pas un Arménien.
Donc sur Medvedev, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus, que la devise était unité dans la diversité. Donc voilà. This is a constant subject for our discussions, and we are discussing the questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity, of jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. » Donc voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'il travaille main dans la main, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant je vais parler un petit peu de l'Église orthodoxe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Poutine, quand même, c'est un chrétien, Poutine il défend les chrétiens, voilà, il est pour, c'est un conservateur, voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc alors, donc qui est le chef de l'Église orthodoxe? Donc actuellement, donc en fait, c'est le patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB. Tout comme son prédécesseur, Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code Drozdov. Et le nom de code du patriarche Cyril, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc les deux sont des agents du KGB. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient 3 candidats, étaient donc les trois étaient en fait les 3 candidats étaient donc des anciens, enfin des agents du KGB. Voilà, je vais faire un petit lapsus. J'ai dit des anciens. C'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait qu'en fait on ne quitte jamais le KGB. On quitte le KGB que les pieds devant. Donc ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort. C'est pas comme ça, on arrête parce que l'URSS s'est effondré. C'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est intéressant de noter que le patriarche Cyril donc est très œcuménique, voilà, donc en fait il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que le Moscow News a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 €. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une villa en Suisse. Enfin, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs
un des créateurs de la théologie de la libération, donc qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu ensuite Benoît XVI. Donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, donc c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait c'était un mélange en fait de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. En fait c'était un moyen de retourner en fait le peuple vers le communisme. Voilà. Donc ce patriarche est un des fondateurs de cette théorie. On peut noter aussi qu'en 1975, donc le patriarche Cyril a nié et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. Voilà. C'est quand même ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste en fait pour donner une bonne image à Poutine, pour voilà, c'est du décor, c'est du semblant. Voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien, on va voir le côté juif. Donc une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Berel Lazar, donc c'est un rabbin Lubavitch. Il a été introduit donc en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait il est italien d'origine, il a vécu aux États-Unis. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush pendant les élections. Voilà. Et donc en 96, donc le rabbin Berel Lazar est opposé à Vladimir Goudinsky, donc qui est créateur du Congrès juif de Russie. Et donc comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias. Et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc en fait ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. Et en fait il est présenté donc à Poutine par deux oligarques, donc Berezovsky et Abramovich, donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait à Poutine de prendre le pouvoir. Donc ces deux oligarques qui sont aussi donc Lubavitch présentent le rabbin à Poutine. Et donc Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Berel Lazar et au Lubavitch lors de leur fête annuelle en 2000. Donc ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch en fait sont en fait des juifs orthodoxes, donc c'est parmi en fait les plus virulents, en fait les plus pro-messianistes. En fait c'est les messianistes pressés qui veulent agir en fait pour la venue de leur messie. Voilà, le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens. Le même jour en fait où Poutine accueille les juifs Lubavitch au Kremlin, donc le rival en fait de Berel Lazar, Goudinsky, est arrêté. Voilà. Donc ça montre à quel point on favorise les amis et voilà, ça explique pourquoi en fait dans certains cas Poutine combat les oligarques. Et en fait il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc ensuite Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la fédération de Lazare, donc en septembre 2000. Donc c'est un don, c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovich. En fait c'est tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch qui donnent en fait pour favoriser leur mouvement en Russie. Voilà. Donc en fait Berel Lazar obtient très rapidement la nationalité russe. Et donc depuis en fait Berel Lazar est le chef de la fédération des organisations juives de Russie. Donc c'est alors que les Lubavitch sont une minorité en Russie, donc c'est les Lubavitch qui dominent qui dominent toute la tendance, enfin tous les juifs de Russie. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la fédération est Abramovich. En fait, Abramovich, donc celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté Berel Lazar à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant
qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea. Donc voilà, Abramovich, c'est marrant parce que il a beau avoir beaucoup d'entreprises en Russie, être propriétaire de beaucoup de choses. Donc il est propriétaire du club de foot de Chelsea, il habite à Londres, et c'est intéressant de noter tout simplement qu'il est membre du comité des 300. Voilà, donc les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà, comme Sarkozy d'ailleurs. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنكم يومئذ كثير ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت